Bonsoir et bienvenue dans cette émission tout à fait particulière. Ce soir, nous allons parler de l'écriture. L'écriture, c'est ce qui nourrit notre intelligence, c'est ce qui nourrit notre cerveau, c'est ce qui nourrit justement l'intelligence, c'est ce qui nourrit, ce qui enrichit justement la culture. Et la culture également enrichit les littéraires, enrichit ceux qui réfléchissent pour écrire. L'autre fois, j'avais dit que notre cerveau, notre intelligence est nourrie par des réflexions. Et des réflexions, quand nous les faisons, nous devons les traduire, nous devons les transcrire sur des documents, car la tradition orale peut se perpétuer, d'accord, mais à partir de ces moments, de certains moments, la tradition va connaître une fissure. Mais par contre, lorsque cette tradition est transmise dans un document, dans un écrit, elle peut se perpétuer de génération en génération. Voilà pourquoi nous écrivons. Voilà pourquoi nous qui nous sommes adonnés à la réflexion littéraire, nous aimons écrire. Il y a beaucoup d'ouvrages que nous avons et nous avons créé des éditions. Nous avons des éditions de livres à travers lesquelles justement nous réfléchissons sur des faits historiques, sur des faits présents, des faits à venir. Parfois, on projette l'avenir sur les différentes réflexions en écrivant des ouvrages. Ce soir, nous allons vous faire découvrir un auteur, un écrivain, mais c'est un journaliste d'abord, qui a écrit des ouvrages, qui a écrit des romans, mais aujourd'hui, nous allons oublier sa casquette. Parce qu'autrefois, nous l'avons présenté sous une autre casquette. Mais ce soir, c'est un journaliste que vous allez découvrir qui ne pratique pas son journalisme parce que, bon, il est dans beaucoup de domaines, mais il s'est adonné à la littérature, à l'écriture. Et donc, nous allons vous faire découvrir, à travers notre édition Bright Books, qui est le contexte de notre émission, nous allons vous faire découvrir un auteur qui a écrit des ouvrages intéressants. Cet auteur, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui-même. Et en travaillant sur lui-même, il a trouvé beaucoup de qualités autour de lui, autour des gens qui l'entourent. Voilà pourquoi il a voulu écrire des livres, des romans. Et donc cet auteur, tout simplement, s'appelle M. Adrien Poussou, que nous vous avons présenté autrefois. Il est là. M. Adrien Poussou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kitoko. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Voilà, M. Adrien Poussou, nous sommes dans cette émission. Elle n'est pas une émission à caractère politique ni une émission de débat. C'est une émission qui est destinée justement à la réflexion littéraire. Et à travers nos éditions du livre, l'édition Bright Books, vous êtes invité justement pour présenter vos œuvres de pensée. Et ces œuvres de pensée sont tellement riches. Nous en avons recueilli quelques ouvrages. Et donc, nous avons souhaité vous contacter justement pour que vous en parliez au grand public, c'est-à-dire à nos différents téléspectateurs qui regardent nos émissions. Pouvez-vous déjà, monsieur Adrien Poussou, vous présenter dans ce contexte-là d'écrivain et auteur? Merci, Monsieur Kitoko. Merci de m'avoir invité à cette émission consacrée aux œuvres de l'esprit. En fait, moi, je suis journaliste de formation. Je fais la fac de Nantes, là, information communication. Après, j'ai travaillé. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que nos chemins se sont croisés, si je ne révèle pas un secret. Après un passage à Africa 24, j'ai traîné ma bosse un peu partout dans un certain nombre de rédactions sur la place de Paris, avant de créer à l'époque un mensuel, Afrique Nouvelle. Donc, voilà brièvement ce qui est de mon parcours, on va dire entre guillemets, professionnel.
j'ai commencé à aimer ou à m'intéresser aux livres dès mon bas âge. C'est mon père, Jacob Poussou, pour ne pas le nommer, qui m'a mis, si je peux me permettre cette expression familière, qui m'a mis les pieds à l'étrier, qui m'a donné l'amour de la lecture, qui m'a donné l'amour des livres, puisque lui-même, c'est un instituteur à la base, même s'il a fini sa carrière comme conseiller pédagogique. C'est donc mon père qui m'a donné envie de lire, qui m'a donné envie de m'intéresser aux livres et puis finalement d'écrire. Dès mon bas âge, je rêvais d'être journaliste. Euh, je voulais être un journaliste radio parce que je me disais que ce sont les journalistes qui étaient les gens les plus informés, les plus intelligents parce qu'ils en connaissaient les choses qu'ils mettaient à la disposition d'autres. Alors que mon père voulait faire de moi un pharmacien, un biologiste pharmacien, voulait que je travaille dans une officine. D'ailleurs, cela a créé un certain nombre de tensions dans la famille à mon adolescence. Et puis finalement, j'ai choisi le métier que je voulais faire, être journaliste. Et puis, mon métier de journaliste m'a fait bifurquer vers l'écriture. Si ma mémoire est bonne, avec Pourquoi j'ai tué Ronald, je suis à... j'essaie de regarder le nombre des livres que j'ai déjà publiés. Je suis à 7, hein, à 7 ouvrages qui ont été publiés déjà. Donc, voilà ce que je pourrais vous dire brièvement. Alors, avant de parler de votre roman, Je vais tuer Ronald, la question c'est de savoir votre impulsion, l'inspiration, comment ça vous vient lorsque vous... Bon, évidemment, on est presque de la même corporation. Hein, je pose la question par rapport aux gens qui aimeraient savoir exactement comment ceci arrive. Comment vous trouvez votre inspiration lorsque vous devez vraiment vous concentrer à l'écriture? Comment ça se passe? C'est une question qui est difficile, aussi bien, c'est aussi bien complexe que compliqué. Vous savez, écrire, c'est partager des émotions, c'est partager des histoires, c'est parler à des lecteurs ou à des personnes invisibles en ayant l'impression que quelqu'un est en train de lire en regardant sur votre épaule. Comment est-ce que je trouve de l'inspiration? Je trouve de l'inspiration dans le vécu, dans des événements qui m'ont marqué. Des fois, je fais des projections sur des événements qui pourraient arriver. Et je pense que, même si je n'ai pas la prétention de me considérer comme un écrivain, mais tous ceux qui écrivent vous diront que ils trouvent de l'inspiration de diverses manières. C'est comme cela. Mais déjà, il faut aimer écrire pour espérer avoir quelque chose à partager. Donc, finalement, trouver de l'inspiration quelque part. Parce que si écrire, c'est partager, si vous aimez partager, eh bien, forcément, vous trouverez de l'inspiration. Et donc, vous êtes arrivé, quelle est votre première expérience au niveau de l'écriture? Votre première expérience, avez-vous commencé par, comment on appelle, inventer des petites fascicules comme ça, en faisant des petits résumés, comme on faisait à l'époque, faire des petites rédactions, faire un condensé sur les différentes activités d'élèves ou de jeunes étudiants?
comment vous avez commencé à constituer votre chaînon justement de l'écriture? En fait, là, vous me ramenez très loin. Vous me ramenez très loin et ça me donne un peu de frisson à l'échine pour parler comme un homme politique français. En fait, je crois quand j'avais entre 9 ou 8 ans, 10 ans par là, j'avais créé, et c'est bien un grand mot, hein, un journal qui s'appelait Le Réveil. En fait, je prenais les feuilles A4 de mon père à la maison, j'écoutais la radio et je faisais le résumé des informations que j'écoutais à la radio. C'était cela le processus de l'écriture. Et puis, après le réveil, puis bon, mes sœurs et autres se moquaient de moi un peu, tout cela. Et puis, j'ai commencé à rédiger un journal intime, où j'y consignais mes faits et gestes et même des situations les plus banales. Et ce journal intime-là ne me quittait pas. Je me promenais, je me baladais avec partout. Et non seulement je consignais des faits et gestes dans ce journal, mais je consignais également tout ce que je voyais, les définitions de sigles, de noms de société et autres. En fait, c'était un fourre-tout, jusqu'au point où, pour se moquer comme ça de moi, à la maison, on m'appelait Socrate. Je ne sais même pas pourquoi on m'appelait Socrate, mais en fait, je me donnais une allure, l'allure d'un, on va dire, un intellectuel. Et puis, j'ai même, à un moment donné, tellement j'ai embêté un des prétendants de l'une de mes sœurs, que vous savez qu'en Afrique, on vend des lunettes comme ça sur les marchés et autres. Il m'avait offert d'ailleurs des lunettes de vue, hein, pour me donner l'air d'un intellectuel, de quelqu'un de sérieux. Là, je vous parle du temps où j'étais au collège, hein, j'avais même pas de problème de vue et autres, comme aujourd'hui avec l'âge. Mais voilà. Mais voilà, c'est ça la genèse, hein, c'est ça la genèse. Tout écrivain, justement, passe par cette étape-là, où on s'invente des personnages, hein, et souvent, le premier personnage, c'est d'abord soi-même, hein, et on s'invente comme ça des choses la nuit, on rêve, et puis le matin, on se dit, bon, mon petit rêve là, je dois l'écrire hein, avec le français approximatif. C'est comme ça aussi que nous avons aussi commencé à écrire. On s'est inventé les personnages. Voilà. Alors, après, quand vous avez commencé à prendre de l'expérience, à prendre, atteindre une certaine maturité, vous vous êtes dit, oui, cette fois-ci, il faut passer à l'étape suivante. Quelle a été cette étape? En fait, même à l'heure où on se parle, j'ai encore pas mal de manuscrits qui traînent dans mes tiroirs, des manuscrits que j'ai écrits quand j'étais un peu plus jeune, souvent de l'autobiographie. Donc, j'arrive en France, il y a la solitude, il y a la distance, parce que les parents et mon monde est resté en Afrique, à Bangui. Donc, je me suis mis à écrire une pièce de théâtre. Pourquoi Merci de m'avoir tué. C'est le titre de cette pièce de théâtre. Et puis, tellement j'avais mis du cœur et beaucoup du mien dans cette pièce, je propose à deux maisons d'édition. Donc, je me dis que ce texte-là peut être édité. Donc, j'ai proposé un certain nombre de maisons d'édition en envoyant par la poste, tout cela. J'ai eu des réponses négatives. Et puis, il y a deux maisons, les éditions L'Harmattan
et puis les éditions Edilivre qui ont retenu les textes pour publication. Et puis finalement, j'ai signé un contrat d'édition avec Edilivre et qui a édité cette pièce de théâtre en 2008. Et puis, dans la foulée, plus que je bossais déjà avec Edilivre, je leur ai proposé une nouvelle, puisqu'en plus de la pièce de théâtre, j'écrivais aussi une nouvelle. Lisez un enfoiré et vous verrez, c'est le titre, qui revient un peu sur ma vie d'étudiant et d'étudiant assez olé olé, pas du tout sérieux, qui aimait aller en boîte de nuit, qui aime toujours fumer son cigare, et puis qui déconnait, qui faisait trop de conneries. Et cette nouvelle également a été retenue et puis publiée chez Edilivre. Et puis, voilà, c'est comme cela. Comme je vous ai dit tout au début de l'émission, écrire, c'est vouloir partager. Je suis attaché au processus de l'écriture. Voilà, donc je me suis imposé une discipline d'écrire ne serait-ce que, et ça c'est un conseil que je donne aux jeunes qui nous suivent aujourd'hui afin de s'améliorer. Moi, je m'impose d'écrire au moins 500 mots par jour. C'est le minimum. 500 mots, c'est une page. Une page, le écart. Hein? Donc, tous les jours, quel que soit ce qui peut m'arriver, qu'il pleuve ou qu'il neige, que je sois content ou que je sois triste, il faudrait que je puisse accoucher sur le papier, inspiration ou pas, 500 mots. C'est important. Ça permet d'entraîner son cerveau, de fluidifier sa manière d'écrire et de s'améliorer. C'est cela hein, qui dégage justement, c'est-à-dire la capacité de réflexion, la capacité de garder les sens en place, hein, parce que quelles que soient les circonstances, en tout cas lorsque le cerveau est concentré dans son angle, hein, il va toujours donner des réponses nécessaires. Et au niveau de la philosophie littéraire par exemple, je pense que vous êtes arrivé à vous poser des questions sur des questions existentielles. Et si jamais vous n'avez pas encore pensé à écrire des pages là-dessus, est-ce que vous êtes tenté, vous seriez tenté justement à réfléchir à écrire des ouvrages faisant allusion à des événements ou des activités philosophiques de la société? Ben, vous savez que si philosopher, c'est réfléchir à la vie, eh ben, je suis un philosophe. Non, pour être sérieux, c'est vrai, il m'est arrivé, en plus des œuvres qu'on va dire de création, romans et nouvelles, j'ai écrit un essai qui était consacré au Sénégal. Sénégal en finir avec l'imposture. C'est un pamphlet contre la gouvernance de l'ancien président Wade, hein, où je le brocardais, où je disais que il était en train de devenir le Mugabe de l'Afrique de l'Ouest avec tout ce que ce nom avait de détestable, qu'il avait un tempérament fantasque et autres. Ça, c'est l'essai. Mais réfléchir à la vie, c'est ce que vous et moi nous faisons tous les jours, sans livrer un secret sur votre plateau. Je suis par exemple en train d'écrire un livre de motivation, un livre destiné à inspirer les jeunes et tout autre public en partant de mon parcours, de mes expériences, de mes chutes. Le président Mandela disait que
lui, il ne perdait pas, soit il gagnait, soit il apprenait quelque chose. Donc, je suis en train d'écrire quelque chose pour motiver la jeunesse, pour leur dire que le plus important, c'est pas de tomber, mais c'est la capacité à se relever et à continuer d'avancer, à avancer dans la vie. Voilà et vous avez ça en exclusivité, puisque je n'ai pas encore parlé de ce projet-là à qui que ce soit. Eh bien, merci, hein, merci pour l'exclusivité. Mais maintenant, avant de parler de votre roman, hein, pour lequel nous avons organisé cette émission, nous aimerions revenir un peu en arrière. Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de votre ouvrage qui était consacré, par exemple, à la Centrafrique? Vous avez écrit un ouvrage politique, en tout cas, que nous avons probablement, nous avons publié une fois lors de l'une de nos émissions précédentes sur des questions politiques. Mais aujourd'hui, on ne parle pas politique, mais au moins, c'est vous qui avez écrit cet ouvrage-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout à fait. Il s'agit de cet ouvrage-là. Voilà, vous le mettez à l'écran. C'est une radioscopie du mandat présidentiel de l'actuel président. En gros, je dis que à l'heure du bilan, aucune promesse faite par le président Touadéra n'a été respectée, n'a été réalisée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le retour à l'ordre constitutionnel que nous autres Centrafricains nous appelions de notre vœu n'a pas permis à l'État centrafricain de rentrer ou de se remettre dans ses meubles en raison d'une politique hasardeuse, parce que je le dis, en raison des choix hasardeux du président actuel, même si vous dites qu'on ne parle pas de politique, mais en gros, c'est de ça qu'il est question dans cet ouvrage. C'est l'analyse sans complaisance des 5 ans au pouvoir du président Touadéra. Je l'ai écrit pour que ça puisse servir comment dire, pour tirer la sonnette d'alarme, pour que ça puisse servir d'une sorte de balise à nos compatriotes centrafricains, parce que finalement, dans ce pays, on n'a pas la culture du bilan. Les hommes politiques ne se sentent pas liés par leurs promesses. Ils s'en foutent, si je peux me permettre cette expression familière et vulgaire, de leurs paroles. Ils n'ont aucun respect de la parole donnée. Alors, il faudrait que de temps en temps, on leur rappelle que, monsieur, vous avez dit ça il y a 5 ans, à l'épreuve du pouvoir, nous avons l'impression que vous n'avez rien fait. En tout cas, nous avons constaté sur pièce que vous n'avez rien fait et que nous allons vous retirer notre confiance. C'était dans ce but-là que cette radioscopie du mandat de Touadéra a été dressée. Oui, c'est un bilan hein, de tout un quinquennat que vous avez fait. Mais est-ce que cet ouvrage avait répondu à la question qui était posée? Est-ce que les gens avaient consommé cet ouvrage? Est-ce que les Centrafricains l'ont lu? Est-ce qu'ils ont Absolument. appris quelque chose? C'est un livre qui a eu beaucoup de succès. C'est l'un de mes livres qui a marché, notamment à Bangui, puisque l'ouvrage était disponible à Bangui, ça a été acheté. Dans l'ensemble, hein, même si je ne veux pas donner l'impression de prêcher pour ma chapelle, dans l'ensemble, les gens partageaient le point de vue. Beaucoup ont trouvé que l'analyse faite dans ce livre a été objective et pertinente. C'est que je n'ai pas voulu extrapoler, je n'ai pas voulu tomber dans la politique politicienne. Vous savez,
quand le président Touadéra a été investi, j'étais de ceux-là qui ont dit il doit mériter, compte tenu de la situation difficile du pays, il doit mériter de 2 ans de grâce. 2 ans, pendant 2 ans, je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Je n'ai même pas émis une seule critique contre ses faits et gestes. Et au bout de son 2e anniversaire, donc à partir du 1er avril 2018, j'ai commencé à tenir une chronique quotidienne de ses décisions, de ses choix stratégiques, de ses agissements sur ma radio. Tous les jours ou presque, je faisais un éditorial où je donnais mon point de vue, où j'analysais, où je décryptais des faits, des décisions, des choix politiques. Et c'est tout cela que finalement j'ai choisi de rassembler dans un livre parce que ça dressait une photographie assez fidèle des 5 ans, puisque 2 ans état de grâce et 3 ans d'action politique réelle, c'est vraiment une photographie fidèle de ces 5 ans-là. Et puis, les gens, en tout cas les observateurs, y compris plus que je lui ai adressé un exemplaire aussi bien à lui qu'à son Premier ministre. J'attends toujours qu'il puisse me répondre pour me dire ce qu'il pense de ce qui a été écrit dans cet ouvrage. Ok, en écrivant ce livre, parce que de cet ouvrage-là que nous aimerions commencer l'émission, enfin on a déjà commencé l'émission, mais parler des différents ouvrages que vous avez écrits par la suite. Est-ce que l'ouvrage est politique et l'ouvrage roman, par exemple, le roman que nous allons expliquer tout à l'heure, est-ce que le public, les consommateurs, comment ils vous jugent au niveau de Centrafrique, par exemple, lorsque l'ouvrage politique qui est sorti en faisant le décryptage de 5 ans, en faisant le mandat presque du pouvoir de M. Touadéra, et l'ouvrage, le roman que vous venez de sortir, est-ce que le public, comment le public vous juge avec ces 2 ouvrages sur terrain? Comment il vous juge? D'une part le roman, d'autre part le politique. Est-ce qu'on sait vous situer? Ils savent vous situer, le lecteur. En tout cas, les lecteurs avec qui je discute, qui sont dans mon entourage, beaucoup disent que finalement, toi, tu es un féru de la politique, tu restes dans le domaine politique. Tout ce que tu fais, même lorsque tu écris un roman qui est par essence même une œuvre d'inspiration, tu évoques un sujet politique. Mais en réalité, j'essaie, et je crois que c'est le propre de tous ceux qui écrivent, j'essaie de rester le plus sincère possible dans tous mes écrits. Quelles que soient les formes, je reste le plus sincère possible dans les partages. En tout cas, j'essaie de partager mes émotions, mes réflexions, et puis mes doutes, beaucoup de doutes, mes appréhensions aussi, mais en étant sincère. Maintenant, si vous me demandez comment est-ce que le lecteur m'apprécie, mais ce serait bien de poser la question à ces lecteurs-là. Ils vous répondront. Sinon, ce serait pédant de ma part d'essayer d'être à la fois juge et partie. Je ne peux pas avoir écrit et être critique de mes écrits. Mais en écrivant, est-ce que vous n'avez pas, de manière inconsciente, dégagé un certain parti pris lorsque vous analysez des faits dans votre ouvrage? Parce que n'oublions pas que quand même, vous êtes en même temps un acteur politique de votre pays, mais de l'autre côté, avec cette casquette d'écrivain, journaliste et auteur,
Mais lorsque vous écrivez réellement, est-ce que vous gardez, vous êtes dans le respect de la déontologie littéraire qui appelle à ce que l'on garde la neutralité et l'objectivité? Est-ce que vous gardez Absolument, cette histoire? absolument. Vous savez que euh, il faut toujours garder une certaine distance par rapport aux faits. Il faut garder une certaine distance, observer une certaine neutralité. C'est important, rester objectif et puis parler des faits. Vous savez, le président Kagame a dit en français dans un texte en anglais, les faits sont têtus. Alors, les faits sont vraiment têtus. Donc, il faut, à chaque fois que j'essaie d'analyser une situation, surtout de parler politique en Centrafrique, je m'attache aux faits et je décrypte ces faits-là, même si, il faut le reconnaître, la tentation d'un parti pris est toujours grande, même si la tentation de faire passer ses idées politiques demeure toujours vivace, mais il faut s'attacher aux faits, rester tout près des faits et analyser à partir des situations objectives. Parce que ceux qui nous lisent, ils ne sont pas dupes, ce ne sont pas des demeurés non plus. Ils ont leur grille de lecture, ils ont leur grille d'analyse, ils connaissent la situation ou les situations de nos pays. Donc, on ne peut pas les mener en bateau. Alors, pour garder sa crédibilité et puis non seulement sa crédibilité, mais son sérieux, eh ben, il faut rester attaché aux faits. C'est important, c'est la religion des faits. Hein? Absolument. Donc, voilà. Voilà, nous allons donc observer un moment de pause, d'interruption pour quelques secondes et nous allons revenir justement après ce petit break pour nous permettre de parler de votre roman auquel nous sommes ici justement pour parler et découvrir son contenu. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes de retour pour continuer notre entretien avec notre invité, Monsieur Adrien Poussou, qui est auteur, écrivain et qui est d'abord journaliste. Il a travaillé dans beaucoup de médias en France et actuellement, récemment, il s'est plongé dans la politique dans son pays, la Centrafrique. Il a même été élevé au niveau de vraiment haute responsabilité du pays. Il fut même ministre de la Communication au temps de la transition en Centrafrique. Et il connaît beaucoup de choses sur la politique de son pays et pourquoi pas la politique internationale. Et donc, en même temps, il s'est plongé dans l'écriture et aujourd'hui, il est devenu écrivain, auteur. Il a écrit beaucoup d'ouvrages, quelques ouvrages que nous avons déjà présentés ici. Et ce soir, nous sommes en train de parler avec lui pour parler justement, pour évoquer la question de son roman. Il a écrit un roman très intéressant qu'il a vraiment souhaité partager avec tout le monde, pour que les Africains lisent son ouvrage et partagent la connaissance, car c'est la connaissance justement qui nous permet d'évoluer, qui nous permet justement d'échanger, qui nous permet d'apprendre des choses. Donc, nous devons partager nos différentes expériences, nos connaissances, différentes intelligences doivent être ensemble justement pour développer le continent africain. Alors, M. Adrien Poussou, on va parler de votre roman. Et le roman s'intitule donc Comment, pourquoi j'ai tué Ronald. C'est pourquoi alors, la symbolique ici au niveau de Ronald, c'est quoi au juste? En fait, c'est parce que je n'ai pas voulu mettre Donald. Mais en réalité, il s'agit de Donald. Le prénom, j'ai mis Ronald parce que pour éviter, et c'est avec l'éditeur qu'on a décidé cela,
pour éviter un éventuel procès si on avait mis Donald. Mais en réalité, c'est Ronald est Donald, puisque le roman traite des comportements d'un homme politique. Donc, on a d'un côté Ronald, qui est un homme politique folklorique, un ambitieux du pouvoir, qui croit tout connaître. Il parle de tout, surtout, répond à tout et n'écoute surtout pas les autres, même pas ses conseillers. Il considère l'immigration comme un danger pour son grand pays qui pourtant ne manque pas d'espace, et la presse de mauvaise foi, sans compter son racisme nauséabond. L'humilité n'est pas son fort, l'effervescence lui tient lieu de raisonnement, il affectionne l'autoglorification. Et de l'autre, on a Zokwezo, tous les hommes naissent égaux, qui est un journaliste, idéaliste, mais un fiefé menteur. C'est un Africain qui voue une haine tenace à Ronald et qui ne supporte pas de le voir à la tête de l'État guerrier. Entre Ronald et Zokwezo, il y a le Ndonga. Le Ndonga, c'est une arme mystérieuse, mystique et foudroyante. Alors, lorsque les deux hommes se rencontrent dans un hôtel de Brazzaville, à l'occasion de la première tournée africaine de Ronald, celui-ci reste sur le carreau. Les apparences accablent l'homme de médias qui sera accusé d'avoir assassiné le chef de l'État guerrier. Il sera arrêté et détenu au secret, même si publiquement, lui, Zokwezo, il clame son innocence, mais il laisse quand même entendre Mezo Voce qu'il serait l'auteur de ce crime qui finalement n'a pas de coupable. Voilà résumé le contenu de ce roman. Mais est-ce que, je veux dire, le sujet principal ici, c'est l'acteur politique, n'est-ce pas? C'est l'acteur politique. Le sujet, il est politique en tout cas. Hein? Absolument. En tout cas, ça tourne autour de la politique. Ça tourne autour de la politique parce que on a ici, en réalité, on a un journaliste qui travaille dans une rédaction à Paris et qui avait misé sur l'élection de Hillary Clinton, qui a engagé toute sa rédaction à soutenir Hillary Clinton lors des élections qui ont opposé cette dame au chef de l'État guerrier. Donc, et puis, Ronald de là s'est fait élire à la tête de l'État guerrier. Ronald, c'est l'homme qui croit avoir le plus gros bouton nucléaire au monde. Et ne supportant pas que cet individu soit élu à la tête de la plus grande nation au monde, il va faire quelque chose d'inédit. Il va abandonner son poste de directeur au sein de cette rédaction. Il va abandonner sa famille, femme et enfants, ses enfants, et puis il va retourner chez lui en Afrique. Il va aller dans la forêt tropicale, chez les Pygmées, les Bamenga, qui sont les peuples qui détiennent Ndonga. Il voulait absolument avoir le Ndonga, en tout cas connaître les secrets d'utilisation du Ndonga, qui est une arme mystique, mystérieuse, mais foudroyante. Et il va rester plusieurs années, en tout cas pendant toute la durée du mandat de Ronald, il va rester chez les Bamenga pour acquérir les secrets de Ndonga. Entre-temps, on a dit qu'il était décédé, sa femme s'est remariée, a eu un enfant, tout cela, donc sa famille s'est disloquée. Et une fois qu'il a eu les secrets de Ndonga, il est revenu à Paris. Heureusement que la rédaction de son journal continuait de travailler. Il va chercher à entrer en contact avec les services de communication de Ronald, qui lui préparait une tournée, sa première sur le continent africain, qui devait passer par Brazzaville, alors que c'est un peu pour montrer l'incohérence
de cet homme qui a passé son temps à traiter les États africains d'États, je n'ose pas prononcer le mot ici, qui a brocardé pendant longtemps le chef de l'État congolais, mais qui commençait sa tournée africaine par Brazzaville. Et c'est comme ça que, comme lorsque lui, Zokwezo, était chez les Bamenga et qu'on a dit qu'il était mort, il est passé, en tout cas ça avait créé ce que les jeunes appellent aujourd'hui un buzz assez mondial. On a dit qu'il était pris en otage, tout ça. Et quand il est sorti, c'est passé à la télé. C'est arrivé à l'oreille de Ronald. Et puis, quand il a contacté les services de communication de Ronald, tout de suite, ils ont vu un moyen, comme ça, pour ripolliner, arranger l'image de Ronald. Et ils lui ont dit, retrouvez-nous à Brazzaville. Comme ça, vous allez interviewer Ronald. Or, lui, il allait à Brazzaville pour liquider Ronald. Ce que eux, ils ne savent pas. Et c'est comme ça qu'il est allé là-bas, et puis il a utilisé Ndonga, et puis Ronald est resté sur le carreau dans cette suite-là de l'hôtel olympique, là, à Brazza. Et puis, il va être arrêté, détenu au secret, tout ça. Et puis, il dit, mais finalement, je n'ai pas commis un crime, puisqu'on ne peut pas me démontrer que c'est moi qui ai liquidé le gars. Hein? Il y a eu des grands spécialistes du monde et autres qui se sont penchés sur le cadavre de Ronald, qui ont pratiqué une autopsie dont les résultats ont été, ils ont conclu que il est mort de mort naturelle, hein, tout ça. Donc, Zokwezola, tous les hommes naissent égaux, finalement se dit, mais je suis détenu pour un crime que je n'ai pas commis, puisque finalement, est-ce qu'on peut démontrer que c'est bien moi qui ai eu raison de Ronald. Voilà ce que je brièvement résumé le contenu de ce roman. Voilà. Alors, un tel roman tel que vous l'avez décrit est destiné à quelle catégorie de lecteurs? Qui peut lire ce roman politique en même temps et puis dans son contenu, dans son élaboration, on peut supposer un sujet comme ça qui tombe du ciel ou du nuage ou du paradis avec cette attitude presque dictatoriale quand même, hein, de ne pas écouter les autres, de ne même écouter les conseillers. Est-ce que un tel ouvrage peut être lu auprès de quel public? En tout cas, c'est destiné à un public majeur. Hein, un public majeur, moi je dirais si la majorité, on vient de un pays, notamment en Europe, a décrété la majorité sexuelle à 13 ans, on va dire de 15 à 77 ans. Donc, c'est destiné à un public majeur, un public mûr. Un public mûr, ok. Maintenant, après avoir écrit ces romans, quelle expérience avez-vous tiré à la fin de l'histoire de Ronald? Est-ce que vous avez eu une autre inspiration à vouloir créer ou réécrire une autre histoire parallèle à Ronald ou presque pareil? Est-ce qu'il y a une autre inspiration? Tout à fait. Mais là, je voudrais aussi ajouter, mais là, vous n'avez pas l'inspiration vers les auteurs, enfin, vers les acteurs ou les sujets féminins. C'est juste les hommes un peu avec un caractère dur. J'ai rédigé, et vous faites bien d'évoquer le sujet, j'ai terminé un manuscrit que je suis en train de proposer aux éditeurs qui parle d'Abraham et de Ève. En gros, pour ne pas dévoiler le contenu, puisque c'est encore un peu secret, c'est que le monde est féminin et que c'est parce que la femme a un super pouvoir
que les hommes l'ont relégué au second plan. Donc, en fait, l'intrigue, si vous voulez, le sujet principal de ce texte que j'ai fini, Confession intime d'Adam, c'est le titre provisoire pour le moment. C'est que Adam a décidé un jour comme ça de créer sa page Facebook parce qu'il a estimé que il se fait vilipender. Pendant longtemps, les humains ont vitupéré contre lui. On l'a accusé de tous les noms d'oiseaux. On a dit qu'il serait à l'origine des malheurs des hommes. Donc, il crée sa page Facebook pour raconter l'histoire de la création selon son point de vue. Et pour dire que, mais les gars, finalement, vous m'accusez, moi, je n'y suis pour rien. Vous dites que je suis le premier homme, mais je ne suis pas le premier homme. Homme avec grand H. Plus que moi, quand je suis arrivé, j'ai déjà trouvé Ève. Ève était déjà là et que peut-être que, bon, elle était en couple avec le principe créateur. Donc, voilà, l'intrigue de ce texte tourne un peu autour de cela. Et d'ailleurs, même par rapport à cet exemple d'Ève et Adam, vous pouvez encore pousser la réflexion de savoir, parce que vous venez de dire que non, probablement, la femme avait déjà créé une relation avec son créateur, parce qu'en réalité, lorsque Adam et Ève vont créer des progénitures, selon la Bible que nous lisons, hein, du moins pour les chrétiens qui lisent la Bible, les deux n'ont eu que des garçons. Et comment alors comment alors la population s'est... Ils ont peuplé le monde, la terre. C'est ces deux hommes qui ont peuplé l'humanité? C'est pas la question maintenant. C'est des réflexions comme cela. En tout cas, c'est des réflexions comme cela que moi j'ai essayé de mener dans ce projet de texte, hein, pour dire que mais finalement, la femme est beaucoup plus forte qu'on ne le pense. Pardon. La femme est finalement la mère de l'humanité, contrairement à ce que notre société patriarcale voudrait bien nous faire croire. Et puis, à côté de ce texte, il y a un autre texte, hein, Homo Angelicus, qui est aussi terminé, que je suis en train de rechercher un éditeur pour publier. Homo Angelicus, c'est que j'écris dans ce roman que quand Dieu avait créé l'homme et la femme, bien entendu, il avait également créé un être qui est en mi-chemin entre les hommes et les anges. Et lui, on l'appelle Homo Angelicus. En réalité, son rôle, c'est de faire du bien et de secourir les Homo sapiens sapiens, donc l'homme. Et j'essaie de broder, de tourner autour de cette thèse, autour de cette hypothèse. Non, c'est vous dire que je suis tellement attaché à la création, on va dire, artistique, littéraire, que chaque jour ou presque, j'essaie d'accoucher quelque chose. Il y a des textes comme ça qui seront jamais publiés, mais qui me permettent de muscler mon processus d'écriture ou de muscler mon cerveau. Mais en tout cas, ça vaut la peine de continuer à pousser la réflexion sur cette genèse, hein, la genèse de la création autour de Adam et Ève, hein, parce que finalement, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que, en tout cas, Ève, lorsqu'elle est créée, bon, est-ce que Dieu, après ça, après que Ève et Adam aient eu deux garçons, Caïn et Abel, et on connaît la suite, hein, mais comment expliquer que l'humanité se remplit ça? Quel être est-ce qu'il à dévoiler le contenu de mon roman, mais je résiste. Voilà, voyez-vous, donc si vous avez déjà
vous êtes dans cette lancée de pensée. En tout cas, tant mieux. Mais ça vaut la peine de réfléchir. Voilà. Donc, M. Adrien Poussou, il nous reste combien? 2 minutes d'émission, 1 minute et demie d'ailleurs, on me signale. Est-ce que vous pouvez conclure en tout cas par rapport à votre roman et également par rapport à d'autres projets que vous avez sur l'écriture? S'il nous reste 1 minute 30, ça va être un peu compliqué parce que j'aurais souhaité lire un petit paragraphe puisque vous m'offrez le privilège de m'inviter. Il faudrait bien que je puisse parler de cette œuvre-là et en faire un peu de promotion. Alors, donc, 1 minute 20, méditons. 1 minute 20, 1 minute et demie, pas plus. Voilà. Bon, avec votre permission, je lis un petit extrait. À son arrivée à Brazzaville, Ronald était grossièrement maquillé, ses cheveux artificiels étaient en bataille et sa tête était ornée de 2 yeux d'un bleu douteux. Allez savoir, il était antipathique, tant il se prenait pour un caïd. Machiavel de maison close, Ronald était pathologiquement convaincu que la politique était une affaire de testostérone. Tel un gladiateur des temps modernes, il voulait tout régler à coups de marteau-piqueur. L'humilité n'était nullement son fort. Et pour le dire avec les mots de l'un de ses contempteurs, l'effervescence lui tenait lieu de raisonnement. Pour ne rien arranger, il affectionnait l'autoglorification. Ronald ne connaissait que l'autocélébration. Il avait du mal à se départir du m'as-tu vu, fasciné qu'il était par son apparence. Un Dieu contemplant son œuvre n'aurait pas fait preuve d'autant d'arrogance. Voilà. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'invite les téléspectatrices et les téléspectateurs, en tout cas tous ceux qui nous suivent ou qui nous ont suivis, à acheter ce livre. C'est sorti chez l'Harmattan. Et c'est disponible sur toutes les plateformes de vente de livres et dans les librairies qui sont les mieux inspirées et les plus calées. Eh ben voilà. Merci, Monsieur Adrien Poussou. Merci pour cette présentation de votre roman et de votre livre et de votre pensée intellectuelle que nous partageons ensemble, en tout cas. Les intellectuels qui vous suivent ont apprécié votre diction, votre précision dans l'écriture et dans l'explication du contenu de vos ouvrages, qui est une bonne chose. Et donc, partageons toujours ces expériences, c'est une bonne chose parce que, vous savez, la jeunesse aujourd'hui est en passe, justement, de l'histoire de son continent et de l'histoire des grands penseurs. Et nous espérons que vous serez comptés parmi ces penseurs-là, ces gens qui contribuent à pérenniser la bonne écriture. Et ça, c'est un exemple à suivre. Et les auteurs, on peut bien le lire, les auteurs français, américains et consorts. Pourquoi ne pas lire les auteurs africains? Vous en êtes un et vous en êtes aussi parmi les exemples. Merci, M. Adrien Poussou. Nous espérons que vous allez revenir encore une fois avec un autre sujet. Et les éditions Bright vous remercient et remercient donc tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Nous vous remercions justement pour votre fidélité. Nous allons revenir demain avec un autre invité pour un autre débat sur une autre émission consacrée justement cette fois-ci aux héros oubliés. Les héros oubliés, ce sera une émission justement que nous allons organiser demain soir. Soyez nombreux à participer à cette émission, à suivre cette émission parce que vous allez découvrir beaucoup d'archives qui vont sortir justement de nos archives, de nos mallettes. Merci d'avoir suivi cette émission, les éditions Bright. Et merci justement, nous vous encourageons à écrire vos ouvrages aussi. Soyez toujours prêts à écrire pour transmettre la connaissance. Merci et bonsoir chez vous. Au revoir. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Ciao.